Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Entreprendre à l'étranger. Je suis Olim Derès, entrepreneur dans le digital et pas que depuis plus de 10 ans maintenant. Dans ce podcast, je vais à la rencontre d'entrepreneuses et d'entrepreneurs ayant décidé de créer leur business hors de leur pays de naissance. Dans ce troisième numéro, je vous invite à découvrir Adrien, installé à Amsterdam depuis 2010 et qui s'est attaqué au marché du prêt bancaire belge. Avant de lui laisser la parole, je vais vous parler de l'Iron Card. L'Iron Card, c'est la carte de visite 100% virtuelle et interactive à destination des professionnels. C'est très simple, en un seul clic, elle vous permet de présenter votre activité, votre image de marque et vos coordonnées. Pour en savoir plus, je vous mets tous les détails de l'Iron Card dans la description. Je vous souhaite un très bon épisode. Adrien, salut. On va faire très simple et comme d'habitude, je vais te laisser te présenter, nous dire où tu es et ce que tu fais. Écoute Alim, avant tout, merci de m'accueillir dans ton podcast que j'ai découvert récemment. Je me présente, moi je suis donc Adrien, français entrepreneur à Amsterdam depuis une dizaine d'années. J'ai créé plusieurs projets, j'ai lancé plusieurs projets, plusieurs boîtes. Je me suis planté, j'ai réussi et aujourd'hui je suis fondateur et gérant de simulationprêt.be. Simulationprêt.be, ouais. Alors, on rentrera dans les détails de la plateforme tout à l'heure. C'est la seconde question, c'est pourquoi Amsterdam ? C'est pourquoi Amsterdam ? Comment t'as atterri à Amsterdam ? Il y a toutes les questions autour de Amsterdam. C'est pourquoi, comment, quand ? Mais écoute, concours de circonstances ou pas, je dirais, c'était lors de la fin de mes études, master à Paris. Je devais choisir un stage de fin d'études, comme la plupart des étudiants. Et j'avais l'opportunité de le faire soit en France, et pour moi c'était en France, il y a le Paris à ce moment-là, soit à l'étranger. J'ai décidé et voulu le faire à l'étranger. J'avais des opportunités d'études dans certains pays. Et en fait, dans cette base de données d'offres de stage de mon école, j'ai vu Digital Project Manager Amsterdam et je me suis dit, tiens, ça sent assez intéressant comme projet. J'ai regardé, je me suis renseigné, je suis allé sur Google Maps pour voir où était l'entreprise. Et malgré j'avais pas forcément très envie géographiquement d'aller aux Pays-Bas, je t'expliquerai pourquoi par la suite, dans un deuxième temps, mais l'offre de stage me semblait intéressante. Le digital, surtout qu'à cette époque-là, en 2010, j'étais en école de commerce. En 5 ans, j'ai eu 2 journées de formation en digital. Pourtant, j'ai fait un master en marketing. Et je me suis dit quand même, le digital, il doit se passer des choses dessus. Il faudrait quand même le tester, y aller. Surtout que j'avais en plus un esprit un peu entrepreneur à ce moment-là, que j'ai pu éclore les années suivantes. Je me suis dit, il faut quand même essayer de mettre un pied dedans et voir ce qui se passe, quoi. Donc, j'ai postulé pour cette offre de stage. J'ai été pris et je suis parti le 21 janvier 2010 à Amsterdam en plein hiver avec un sac à dos par le Thalys et c'est parti. T'as le 21 janvier, ouais, t'as le goût de l'aventure quand même. Bah ouais, écoute, le 21 janvier, je me rappelle aussi parce qu'il y a des dates comme ça dans ma vie qui m'ont marqué, des dates de branchement dans ta vie, tu sais, une fois que tu avances, tu sais lesquelles dates ou lesquels moments ont fait que tu as pris des décisions dans ta vie. Ça fait partie de ma vie aujourd'hui, cette date-là. Parce qu'aujourd'hui, ça fait, tu vois, quasiment 11 ans que je suis installé à Amsterdam et très heureux. Et ça fait partie de moi aussi. C'est comme ça que je me définis aujourd'hui, tu vois, qu'on me définit ou qu'on me présente. Donc, aussi le 21, parce que c'était, tu vois, il y a quelques jours, mon 11e anniversaire à Amsterdam, que j'aurais bien fêté, bien évidemment, mais malgré les circonstances, ce n'est pas possible. Ouais, ça arrivera. Écoute, on s'en sortira un moment. C'est quoi dire, ça passera. Je pense qu'on a quelques anniversaires à rattraper, mais on toujours, tu sais, des anniversaires, les installations, les rencontres, les départs, les pots de départ. Ouais. On est d'accord sur ça, ouais. Tu vois, faut organiser une espèce de week-end, mais qui dure 3 semaines. Il faudrait organiser toutes ces fêtes ensemble, évidemment. Ouais. D'accord. Et du coup, là, tu es installé à Amsterdam. Après, une autre question que je pose, c'est l'idée de quitter Amsterdam, ou soit pour revenir en France, soit pour aller ailleurs. Parce que concrètement, tu as un business qui ne nécessite pas ta présence physique sur Amsterdam. Exactement. Donc, je gère, j'ai créé en associé avec mon frère et simulationprêt.be, qui est une plateforme
de comparaison de prêts en Belgique. Donc, pensez l'équivalent Lissuré en France. Bien évidemment, tout est dématérialisé, digitalisé, donc j'ai pas l'obligation nécessaire d'être basé à Amsterdam ou aux Pays-Bas, mais c'est mon domicile, c'est un peu ma maison, tu vois, mon domicile, l'endroit où je me recharge. C'est vrai que j'arrive et je voyage beaucoup, mais je rentre toujours à Amsterdam pour chez moi, quoi. Et c'est vrai que tu vois, à Amsterdam, l'année dernière, lorsqu'il y a eu un couvre-feu, 17 mars, annoncé par Emmanuel Macron, j'étais à cette époque-là, cette époque, c'était juste l'année dernière, j'étais en Afrique du Sud, à Cape Town, et je me rappelle, il fallait que je prenne une décision pour rentrer. Et là, je me dis, je rentre où, tu vois? En fait, non, je me suis même pas posé la question, je rentre à Amsterdam. C'était mon père, pardon, qui m'a dit, tu veux rentrer en France? J'ai dit, non, mais je veux rentrer à Amsterdam. Je m'étais pas posé la question. Donc, c'est devenu chez toi avec le temps. Après, c'est normal, au bout de 10, 11 ans, tu es chez toi. Ouais, et puis tu sais, la beauté de l'Europe aussi, je pense qu'on se rend pas compte de la chance qu'on a d'être européen et qu'on puisse profiter de ce passeport européen qui nous permet en fait d'aller vivre, travailler et aller s'émanciper en tant que personne dans un pays, notre pays, notre culture, sans avoir à passer par ces étapes de visa. J'ai beaucoup d'amis à Amsterdam qui sont américains, étrangers, asiatiques, chinois et américains, et eux, en fait, doivent toujours repasser par la case revalidation de visa. Et c'est compliqué pour eux, tu vois, d'avoir toujours cette étape un peu d'intérim ou de contrat à durée déterminée sur un pays local qui peut potentiellement et possiblement les limiter en fait dans ses projets de vie. Et le fait d'être européen, en fait, en Europe, on en profite, il faut en profiter, quoi. Non, on s'en rend pas compte, c'est pour ça, moi, quand j'entends les gens être anti-européens, demander la fermeture des frontières, faire disparaître Schengen, il y a tellement de choses à offrir. C'est ça. En fait, les gens s'en rendent pas compte. Moi, ce que tu dis, ce que tes potes chinois, asiatiques, américains vivent, moi, je l'ai vécu au Maroc. Ça a duré 1 an et demi de bataille administrative. Pour l'anecdote, j'ai bossé pendant donc toute cette période en tant que consultant. J'ai jamais été légalisé. C'est-à-dire que du jour au lendemain, je pouvais tomber sur un flic qui me mette dans un avion en direction à la France. Et les boîtes chez qui je bossais pouvaient accessoirement fermer. Je me pose pas cette question en Europe, quoi. Ouais, c'est vrai que sur certains pays, tu dois avoir les sponsors, en fait, un local qui doit obtenir 51%, il me semble, de l'entité de la boîte. Alors au Maroc, au Maroc, par exemple, un étranger peut pas acheter de la terre agricole. Il y a un bien immobilier? Tu peux. Voilà, tu peux acheter une parcelle de terre pour construire ta maison, pour acheter un bien, il n'y a pas de souci. Par contre, acheter de la terre agricole qui sera, comme son nom l'indique, amenée à produire de l'alimentaire, t'as pas le droit. Il faut le savoir. Alors que c'est marrant, moi, ce que tu me parles de terre agricole, moi, ça me fait penser, je connecte les points avec les Pays-Bas, tu vois, mais le sol aux Pays-Bas appartient à la royauté, en fait. Historiquement, c'est le royaume des Pays-Bas. Excuse-moi, j'ai un chat dans la gorge. C'est le royaume des Pays-Bas et ce sol, en fait, appartient à la famille royale. Et si tu souhaites acheter un bien immobilier aux Pays-Bas, tu as ce qu'on appelle le Erfpacht ou le Erfpacht. Ça veut dire que tu es propriétaire du sol, ou tu ne l'es pas, tu fais du leasing. Donc, quand tu achètes un bien immobilier, un appartement, une maison, tu peux, en plus de cet achat immobilier, acheter le sol pour être propriétaire. D'accord. Et ça, c'est propre au pays, il me semble aussi en Angleterre, le modèle doit être équivalent à celui-ci parce que c'est un modèle royaume royal. Ouais, mais je pense que tu dois avoir ça en Angleterre aussi. Après, j'espère que ça s'applique qu'au Royaume-Uni et non pas au Commonwealth. Parce que ouais, oui. Ah, ce serait terrible. Ouais, c'est avoir un acte de propriété au fin fond de la Nouvelle-Zélande signé par la reine. Tu mets 8 ans pour l'obtenir. Ce serait terrible. D'accord, mais justement, oui, culturellement, parce que je fais ça, c'est culturellement comment ça se passe quand tu arrives là-bas t'arrives là-bas à quel âge?
Alors, j'arrive là-bas, j'avais 23 ans. Donc, 23 ans, tout juste à la fin de mes études. Bon, après, c'est vrai que moi, je suis français, j'ai vécu à l'étranger, mais j'ai eu toujours ce goût de l'étranger, de l'expérience à l'étranger, que ce soit par les voyages, mais aussi par les immersions. Donc, j'ai saisi, moi, ces stages à l'étranger, ces Erasmus, ces programmes d'échange. J'ai eu la chance et l'opportunité d'en faire 5 en 5 ans. Ok. Depuis Amsterdam. Donc, je voulais aller de l'avant, sentir ce goût, en fait, ce goût de la différence culturelle, tu vois. Recommencer un peu tout à zéro. Et c'est vrai que les Pays-Bas, nous, en tant que Français, on peut voir ça comme une culture nordique de leur vie sportive. Et en fait, ajuster leur emploi du temps de cette façon-là. On va toujours dire que les Néerlandais sont des busy men. Ils sont très occupés, mais c'est aussi parce qu'ils sont très organisés. Ils ont toujours un agenda, mais blindé, quoi. Et ce qui est très marrant, c'est que si tu veux organiser, bon, c'est plus le cas, tu vois, mais au début, moi, ça me marquait, c'est que si tu veux organiser une rencontre avec un ami néerlandais, en fait, il va prendre son agenda, il va dire, on se retrouve dans 2 semaines, dans 3 semaines. Je dis, comment ça? On se voit, on est spontané, quoi. On se voit maintenant, on se voit demain. C'est clair, ouais, c'est on prend un verre, ouais, tu sais, on est quand on est là, on enregistre mardi, tu sais, au plus tard, on s'est vu vendredi ou samedi, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis en plus, tu peux passer un coup de fil à tes amis, puis dire t'es où, t'es dans le quartier, vas-y, on se retrouve, tu vois, ça se fait très simplement. Alors qu'aux Pays-Bas, ces rencontres sont un peu plus compliquées, en tout cas, d'un point de vue français, quoi. D'accord. Et, je sais, moi, je m'amuse toujours avec les Néerlandais quand ils disent let's do something spontaneous. Organisons quelque chose de spontané, tu vois. Et toujours, si c'est spontané, t'as pas besoin de le dire, ne le mentionne pas parce que c'est contre-spontané. Et j'ai vu une fois tiens, j'ai bien rigolé l'année dernière, j'ai vu ça sur la côte d'Amsterdam, parce qu'en fait, quand tu vas à Amsterdam, tu penses pas du tout que la mer est à 3 quarts d'heure. En fait, tu te retrouves sur une côte de sable qui fait des centaines de kilomètres. En fait, c'est juste à côté, tu as la mer à portée de main. Bref, et là-bas, en fait, tu avais un flyer pour une grosse soirée qui disait Spontaneous Party dans 2 semaines, tu vois. D'accord. Et je rigolais, tu vois, je l'ai pris en photo, je l'ai envoyé à quelques amis. Tu vois. Donc ce serait ça, si tu me demandes quelle est le principal, ou en tout cas la différence culturelle à laquelle je pense, c'est celle-ci, quoi. Ouais, il y a une notion du temps qui est complètement différente. Ouais. Une notion du temps qui est différente et de l'engagement, de l'organisation aussi, tu vois. C'est vrai que nous, la culture latine, on sera un peu plus désorganisé. Eux le sont vraiment, vraiment, quoi. Enfin, ils le disent pas, ils sont un peu nordiques. Ouais, mais c'est ça. Parce que, écoute, moi, j'ai la chance de voyager en Norvège, ouais, tu me décris pas mal. Tu me décris quasiment norvégien type. C'est ça. En fait, nous, on les voit comme eux voient les Scandinaves comme nous, on les voit, tu vois. C'est ça qui est assez marrant, parce qu'en fait, tu as toujours cet effet de palier, en fait. Plus tu vas du sud de l'Europe au nord de l'Europe, plus tu te retrouves avec des différences culturelles qui sont extrêmes. J'adore. Non, non, je savais pas ça du tout des Néerlandais. Et j'en rigole à chaque fois avec ces histoires d'agenda, c'est marrant. Tu m'étonnes. Après, j'ai une autre, l'une des nombreuses questions que j'ai, c'est par contre sur le business. Lorsque tu arrives aux Pays-Bas, comment ça se passe entre guillemets, tu sais, une fois que tu as l'idée, la découverte du marché, le lancement du produit, est-ce que ça va vite ou est-ce que c'est un pays qui est ultra administratif à épuiser tout le monde, ou c'est un truc qui se fait à la... Moi, je compare ça au Portugal. Au Portugal, tu montes ta boîte en une matinée. Et encore, une matinée, c'est s'il y a du monde devant toi au guichet. Ouais. Alors, aux Pays-Bas, j'ai créé plusieurs statuts. Le statut donc équivalent freelance, qui serait en France, et le statut BV, qui serait équivalent SARL. C'est relativement simple. Bon, après, toute l'administration est en néerlandais. Il y a beaucoup d'administration publique qui commence à être traduit en anglais. Moi, j'ai utilisé l'extension Chrome, ça m'a sauvé la vie. Ou l'extension Google Translate, qui m'a sauvé la vie. Et aussi l'application Google Translate. Maintenant, lorsque tu prends une photo, tu peux traduire automatiquement avec l'AI le texte devant toi.
Mais bref, pour répondre à ta question sur la création de société, c'est relativement rapide et relativement peu contraignant. Donc, tu remplis un formulaire en ligne et je pense qu'en quelques jours, tu reçois le KVK, le numéro de VAT, le numéro de TVA, pour pouvoir lancer ton activité. Et c'est moins cher qu'en France. C'est grossièrement 600 € pour créer une BV, ce qui serait une SARL ou une SA. Ok, ouais, c'est vrai. C'est même pas le prix d'une SASU en France, quoi. Ouais. Et la liquider, ce qui est intéressant, c'est que ça coûte 0. Et ça demande beaucoup moins de paperasse administrative. Parce que j'ai créé une boîte, moi, en France, que j'ai dû liquider. Même mon expert comptable m'a bien fait comprendre que ça l'emmerdait, tu vois. Ça. Alors qu'il est expert comptable et c'est son métier, il me dit non, on va pas encore liquider une boîte, tu vois. Pour lui, c'est l'enfer, alors qu'il en a liquidé des dizaines, quoi, ou peut-être des centaines dans sa vie professionnelle. Et puis ça coûte de l'argent, quoi. Je crois que tu l'as payé grossièrement 2500 €, quoi. En tout cas, c'est le souvenir que j'ai eu, inclus les frais d'expert comptable. Aux Pays-Bas, tu peux la fermer. Je te donnerai pas de prix pour pas dire de bêtises, mais je suis sûr que ça coûte quasiment rien, quoi. Ouais, ça va plus vite, quoi. Il y a aucune contrainte, il n'y a pas de barrière à l'entrée, aussi bien pour la créer que pour la liquider. De mon expérience, oui. Bon, après, j'ai toujours des petites structures, bien évidemment. Hein. Ouais, non, mais parce qu'après, on a déjà tous eu cette expérience, c'est que lorsque tu liquides une boîte, lorsque tu fermes une boîte, c'est pas de gaieté de cœur. Donc, ouais, si en plus, on peut ne pas te mettre la tête sous l'eau quand tu es en train de la créer, parce que généralement, c'est que tu as déjà la tête sous l'eau. Donc, ouais. Non, ouais, c'est intéressant comme point de vue. Et du coup, pour revenir à simulationprêt.be, c'est quoi, ça fonctionne comment, à destination de qui? Alors, simulationprêt.be, c'est une plateforme de finances personnelles. Donc, on a développé cette plateforme sur le marché de la Belgique pour accompagner les Belges dans l'accès à l'information sur les finances personnelles, donc le crédit et les comparaisons de prêts. Donc, ce qu'on leur propose, c'est des outils à disposition pour qu'ils puissent en toute transparence comparer les prêts, que ce soit des prêts conso ou des prêts hypothécaires, sur leur marché pour pouvoir faire leur demande en ligne. D'accord. Je pense que notre audience est essentiellement francophone ou française. Il y a l'équivalent, en fait, les Furets d'ailleurs, qui vient du nord de la France, il me semble, du nord de la France, et ce sera l'équivalent des Furets, mais en Belgique. Ce qu'on propose, donc, c'est une plateforme où on a intégré une trentaine de banques, 150 produits de prêt comparés, et en fait, selon les besoins des clients, donc s'ils recherchent un prêt auto, ils pourront mettre le montant, la durée de remboursement et commencer à jouer avec cet outil-là pour voir les meilleures offres du marché pour des demandes de prêt en ligne. J'ai été sur le site, il y a pas mal. Ce que j'adore sur le site, c'est pré-moto, pré-énergie, étudiant, mariage, 2 roues, réserve d'argent. C'est vraiment destination de tout le monde et surtout à tous les moments de ta vie. Alors, de tout le monde, oui. On a 2 types d'audience. Hein. On a l'audience ou 2 types de prêts, c'est les prêts à la conso, donc, et les prêts hypothécaires pour les prêts à destination de biens immobiliers. Donc, les prêts conso, c'est tout ce qui est, disons, court terme, de 1 à 12 ans de remboursement maximum. Et pour tout ce qui est prêt hypothécaire, donc c'est des projets beaucoup plus longs, ça va de 5 ans à généralement plutôt 25 ans, quoi. Et comment le projet de la plateforme est né? Parce que tu viens pas de la finance. Non. À moins que ton frère vienne de la finance, mais c'est ça, moi, qui m'intéresse. Non, non plus. Alors, un coucou à ton frère. C'est après que tu te rends compte que les histoires sont assez fun ou parfois loufoques, tu vois, mais c'est ça qui rend la vie intéressante. Je suis arrivé aux Pays-Bas donc en 2010 pour ce stage de fin d'études et je devais au sein d'un réseau, donc une boîte qui s'appelle Zanox, qui s'appelle aujourd'hui Awin, Affiliate Window. C'est une des plus grosses plateformes d'affiliation en Europe qui connecte les annonceurs avec les éditeurs. Les annonceurs, ça peut être Zalando ou Darty ou la Fnac qui va faire la promotion de ses produits ou de sa marque au travers d'un réseau de publishers de contenu. Des sites de code promo, des sites de contenu, des sites de comparaison. Et en fait, tu as plusieurs verticales. Tu as la verticale shopping, la verticale travel, télécom et la verticale finance. Et moi, je devais en fait créer tout ce réseau éditeur
pour toutes ces typologies de clients, d'annonceurs. Et j'arrivais à créer ce portefeuille relativement rapidement sur beaucoup d'industries. Donc l'industrie du shopping, j'y arrivais facilement. Le télécom, j'y arrivais. Le travel, ça marchait aussi. Mais la finance, en fait, il n'y avait pas d'éditeur, de site de contenu de finance personnelle sur ce marché de la Belgique dont j'étais responsable. Donc je me suis dit, il y a une opportunité, il y a quelque chose à faire. Et là, pendant un an, j'échange autour de moi, je cherche un partenaire technique qui puisse m'accompagner dans le développement de cette plateforme de comparaison. Et puis, c'est lors de vacances en famille en Toscane où je parle de ce projet-là à mon frère et Romain, qui me dit, mais ouais, je peux le faire, ça. Et Romain, à ce moment-là, était en prépa, école d'ingénieur, donc extrêmement occupé. Et en fait, il s'est lancé avec moi sur ce projet entrepreneurial en parallèle de sa prépa d'école d'ingénieur. Donc, autant dire qu'il était extrêmement chargé. Mais bon, le projet l'intéressait, il apprenait. Et puis, il est autodidacte aussi, complètement autodidacte sur ça. On a réussi à lancer en moins de 3 mois, grâce à Romain, donc mon associé technique et mon frère, en moins de 3 mois, cette première plateforme. Et en fait, pour l'anecdote, ce qui était marrant, c'est qu'après, donc, on avait la plateforme d'administration et moi, je commence à exciter, tu vois, je commence à mettre tous les annonceurs dedans. Bon, on en avait 5 à ce moment-là, 5 et peut-être quinzaine de produits à comparer. Tu peux imaginer un gros fichier Excel dans lequel dans chaque cellule, tu mets le taux qui correspond en fait à un montant et à la mensualité. Et là, en fait, je me rends compte que tous les annonceurs et tous les produits proposent quasiment tous le même taux. Et je me dis, merde, c'est terrible. On a développé une plateforme et tous les annonceurs, en fait, ont des taux qui sont capés sûrement par la Banque centrale de Belgique, tu vois. Mais bon, finalement, c'était pas le problème parce qu'à partir du moment où tu as un site live, ce qui se passe, c'est que tu commences à te référencer sur Google, il commence à avoir du trafic, à te référencer sur des mots-clés spécifiques. Et là, en fait, tu te retrouves à avoir ta première visite, tes 100 premières visites et ton premier lead. Le lead, c'est la première demande de prêt qui est générée via ton site, donc c'était jour de fête, tu vois. Et puis en parallèle, donc quand tu commences à avoir ce trafic qui commence à être émulé, de l'autre côté, tu as d'autres annonceurs qui viennent sur la plateforme et les autres annonceurs arrivent avec des propositions de prêts différents, des taux différents, et en fait, ça avance des deux côtés, tu vois. Et aujourd'hui, en fait, on est capable de proposer, comme je disais, 35 banques, 150 produits comparés avec des taux divers, parce que la plateforme a l'histoire, elle a évolué avec son temps, pendant 10 ans, et les banques aussi les banques et les courtiers proposent des taux différents depuis. Ouais, tu me dis aujourd'hui la plateforme a 10 ans, mais du coup, ouais. Avant d'avoir le premier, avant que votre premier client signe, ça a mis combien de temps? La beauté de ce business model, c'est que on l'avait pré-signé avant de le lancer. Donc grossièrement, je m'explique, si tu as un site avec un contenu thématique, disons finance, et que tu postules au travers d'une plateforme d'affiliation qui a des annonceurs finance, le deal est déjà préfait. Ça veut dire que c'est la plateforme d'affiliation qui a signé un deal. Donc imagine une agence qui a signé un deal avec les banques et les agences de banques et les courtiers, les agences de courtiers. Et moi, si j'arrive au travers de cette plateforme et je postule, eux, ils ont déjà quasiment prévalidé des budgets. Ça veut dire qu'eux, ils vont scanner mon site, ils vont regarder si la thématique correspond aux produits vendus en l'occurrence par la banque, et ils vont m'accepter. À partir du moment où ils m'acceptent, je récupère des liens, du matériel promotionnel que je mets sur ma plateforme. Donc le gros avantage de ça, c'est que j'ai pu avoir mes premiers deals en fait via cette agence, via cette plateforme, qui m'a permis en fait de monétiser, d'avoir un modèle de monétisation dès le premier jour, quoi. Non, honnêtement, mais surtout dans ce film, je suis étonné, surpris et content que ça ait marché, mais surtout dans ce milieu-là, où vous aviez aucune expérience, où vous n'étiez pas connu. Alors non, pas du tout, oui. C'est ça. Parce que j'ai été sur le site, j'ai visité, j'ai regardé. De un, c'est super bien fait, c'est ultra réactif et t'as accès à. On va pas citer toutes les banques, mais il y a. Là, j'ai juste fait une simulation sur un produit et j'ai eu 23 propositions. 23 propositions de 23 banques différentes. Exactement. En termes de temps, c'est un gain de temps qui est phénoménal. La proposition de valeur est très claire. Hein. Je me rappelais, il y a certains de mes amis qui me disaient,
qui me disait, mais Adrien, pourquoi tu te lances sur un site qui compare des prêtres avant en Belgique? Je me rappelle, c'était un de mes très bons amis, Alexandre, qui se reconnaîtra. Et je lui dis, mais écoute, j'ai du temps, j'ai envie d'apprendre. Et puis, si je prends 0,5% des parts du marché, je suis déjà bien, je suis déjà content, tu vois, j'ai déjà réussi parce que c'est le marché de la banque, c'est un gros marché, tu vois. Et puis, moi, j'avais pas beaucoup de frais de structure, d'assets, tu vois, de frais immobiliers. Donc, il y avait de la place, quoi. Et c'est ça, en fait. L'idée, c'est que tu as un business model, tu as une force. Notre force, c'est que on était capable de tout faire in-house, du développement à la création de contenu, au partenariat, à la gestion du site. Donc, on avait 0 frais. Et ça, c'est ce qui a fait notre force avec Romain, c'est qu'on a pu se lancer avec 0 frais en amont d'amorçage. Et puis aussi et surtout, c'était 0 attente. C'est ça qui était cool, c'est qu'au début, on a tous les deux fait avec l'envie d'apprendre et puis voir ce qui se passe, tu vois. Inch'Allah, on verra ce qui se passe et si ça prend, tant mieux, quoi. Et en fait, ça a pris aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ma source de revenu principale et ça me permet en fait de m'émanciper professionnellement, personnellement et puis pouvoir nous lancer aussi sur plusieurs projets parallèles, des projets entrepreneuriaux parallèles, en parallèle, quoi. Et du coup, est-ce que tu envisages de répliquer ce business pas, aux Pays-Bas, en France, maintenant que tu connais le marché belge? Oui. Alors, c'est un sujet qui est revenu plusieurs fois sur la table. On en a parlé à plusieurs reprises. Le problème ou la limite, en tout cas le challenge qu'on a, nous, c'est qu'on est limité par la taille du marché. Bien évidemment, la Belgique, c'est un marché de 10 millions de personnes. Qui plus est, sur cette industrie-là, qui est un marché de niche, très compétitif. Et on s'est dit pourquoi pas le lancer sur d'autres pays parce qu'on a la plateforme qui est disponible. C'est vrai qu'après, si tu le lances sur d'autres pays, ce qu'il faut aussi, c'est pouvoir gérer et maintenir 2, 3, 4, 5 sites. Donc là, techniquement, ça rentre plus trop dans notre business model où Romain est mon associé à temps plein. Il fait ça en parallèle. Et deuxièmement, c'est l'expertise SEO. SEO, donc c'est l'expertise, répondre aux critères d'exigence de Google pour être référencé et avoir du trafic, donc monétiser ton site. Ouais. Dans une autre langue, en fait, on la perd. En tout cas, moi, je la perds. Moi, aujourd'hui, j'ai créé une expertise SEO sur une industrie extrêmement compétitive. Si demain, je le fais en Dutch, en néerlandais, j'aurais plus du tout la mainmise, en fait, sur... écoute, si tu veux te lancer au Portugal, nous, on fait du SEO au Portugal. En portugais, si tu veux. Ah. Écoute, en fait, cette plateforme, en fait, elle a été faite, elle est disponible. Ce qui est possible de le faire, c'est là, j'ai commencé à échanger avec quelques prospects, c'était de voir comment on pourrait mettre en place des partenariats pour pouvoir mettre à disposition cette plateforme et le système d'administration derrière. Donc, imaginez un gros CMS type WordPress pour pouvoir être indépendant et pouvoir gérer son site et son site de comparaison sur plusieurs pays. Et bien évidemment, c'est l'entrepreneur local qui, lui, peut créer son contenu, gérer son contenu et puis gérer l'optimisation SEO, quoi, et les deals avec ses banques. Mais nous, on est une plateforme qui est à disposition et qui puisse être en fait mise à disposition d'un entrepreneur local à ce jour. Je te disais ça pour l'anecdote par rapport au Portugal, parce que bon, moi, depuis 2017, je suis sur le Portugal, un peu moins ces derniers temps. Mais par exemple, le marché du prêt, principalement pour du prêt, du prêt hypothécaire, c'est de la bagarre de rue. Hein. C'est tout le monde est en compète. Tout le monde connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a un conseiller qui peut te fournir un prêt pas trop cher, sur la bonne durée, mais c'est de la bagarre de rue et rien n'est structuré. Alors c'est marrant parce que c'est en échangeant avec mes partenaires et mes clients sur ce sujet-là que je me suis rendu compte aussi en ayant l'opportunité d'acheter un bien, mon premier bien aux Pays-Bas, que je me suis rendu compte des dessous en fait de l'industrie du crédit, parce que moi en fait je suis quasiment un premier niveau de crédit plus côté consommateur, mais je suis pas côté banque, côté lender, côté prêteur. Et c'est vrai que derrière en fait t'as une industrie énorme et le marché c'est beaucoup plus structuré, beaucoup plus réglementé, rigidifié pour le bien du consommateur ces 10 dernières années, en tout cas de ce que j'ai vu. Mais non, totalement. Non, là-dessus, je suis entièrement d'accord avec toi. Et moi, j'avais peu de connaissances du marché du marché des banques en France. Je l'ai découvert au Portugal.
Et ouais, je me suis rendu compte, c'est littéralement de la bagarre de rue. Et je pense que si c'est une bagarre de rue au Portugal, ça doit être un peu partout. Ça doit être comme ça un peu partout. Donc avec des garde-fous, peut-être des garde-fous un peu plus costauds dans certains pays. Mais toujours est-il que lorsque tu vas voir ton banquier au Portugal, il sait pertinemment que tu sors de chez lui, tu traverses la rue, tu vas à la banque d'en face. Il le sait, c'est la règle du jeu. Donc maintenant, c'est à lui de te fournir la meilleure offre. Oui. Alors, c'est vrai qu'aussi, tu as les banques et tu as les courtiers. Et pour des besoins différents, pour tout ce qui est, par exemple, prêt immobilier ou prêt hypothécaire, le courtier, en tout cas, je sais qu'en France, on passe de plus en plus par un courtier parce qu'en fait, les banques ont des process qui sont de plus en plus complexes, qui se sont complexifiés avec le temps, rigidifiés, ce qui fait elles ne peuvent plus être assez réactives pour leurs clients. D'où l'intérêt en fait des courtiers qui eux en fait vont avoir des bypass, en gros des tickets qui vont permettre d'accélérer en fait ces demandes de prêt au travers de banques et t'aider à créer, consolider ton dossier en fait de financement. Et c'est vrai que là, tu as quand même les deux players qui sont les banques et les courtiers. Et après, pour tout ce qui est prêt immobilier, en tout cas en France, on passe de plus en plus vers le service d'un courtier, quoi. D'accord. Et pour simulation prêt, t'as répondu à toutes mes questions. Et du coup, est-ce qu'à côté, il y a d'autres projets entrepreneuriaux, d'autres pistes, d'autres... Alors je me suis lancé sur plusieurs projets en parallèle. Hein. Comme je disais au tout début, je me suis planté. Je pense comme beaucoup d'entrepreneurs. L'important, c'est je pense qu'à dire comme tout le monde. Ouais, l'important, on m'a toujours dit, c'est de se planter le plus tôt possible pour éviter de perdre ton énergie et ton fric. Et que tout le monde t'entende. Et puis aussi, c'est que tu payes pour apprendre, quoi. Et ça, il faut vraiment l'accepter. C'est que tu payes de ta poche pour apprendre de tes erreurs, quoi. Alors que quand t'es employé, t'es payé pour apprendre. Et donc aujourd'hui, tu vois, je creuse je suis toujours ouvert en fait à nouvelles opportunités. Je lis énormément. J'essaie d'échanger malgré les circonstances aujourd'hui, d'échanger, de rencontrer, d'avoir des discussions entre entrepreneurs et pour pouvoir en fait sentir des nouvelles tendances. Et je n'ai pas de projet concret aujourd'hui, mais 2021 sera l'année en fait d'une transition pour moi, l'année du changement où je me lancerai certainement sur un nouveau projet. La beauté, c'est que je ne sais pas encore sur lequel. mais c'est ça qui est excitant aussi. Tu vois, tu lis, tu sens des choses, tu échanges, tu rebondis sur un autre sujet. C'est cette période de transition qui est assez excitante, quoi. Mais je pense que c'est surtout la période où tu te dis, moi c'est ce que je dis depuis le début, c'est un moment, c'est si tu te lances sur un projet, si ça se pète la gueule, en même temps, au vu du contexte, ça pouvait pas être autrement. Donc, tu te dédouanes un peu. Et si tu te lances sur un projet et qui marche, c'est génial, j'avais une idée de génie. C'est cette espèce, j'en parle à la fin, je fais cette espèce d'hypocrisie qui est en train de naître chez moi. Je vais faire toutes les conneries possibles, celles qui si ça tombe, c'est normal, t'as vu la situation, c'est pas possible. Et si ça marche, je suis un génie. Donc tu joues la carte de l'optimisme et du pessimiste en même temps. Ouais. Ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, tu vois qu'avec cette situation-là exceptionnelle, en fait, tu as vraiment des boîtes qui sortent leur épingle du jeu, mais qui ont une croissance phénoménale, quoi. Et j'ai investi pour la première fois en bourse il y a 3 mois, là, comme un boursicoté, quoi. Et en fait, ça m'a permis en fait de regarder ce qui s'est passé sur tout ce qui est environnement startup, bon pas plus startup, mais disons tech, ad-tech, industrie green, voitures et véhicules électriques et compagnie. Et puis t'as des boîtes qui ont des ascensions fulgurantes, quoi, 500, 600, 700, 800% de valorisation, quoi, capitalisation boursière. Et c'est vrai que ça te donne des tendances. Et l'idée en fait, c'est de savoir dans ces tendances-là, où est-ce que toi tu peux apporter ta pierre à l'édifice, quoi. Et c'est toute la subtilité. Et qu'est-ce que ça peut t'amener? Qu'est-ce que ça peut t'amener? Qu'est-ce que ça peut t'apporter? Et aussi, comment tu peux être stimulé par cette industrie, par ce projet? Parce que c'est vrai que c'est très important, en tout cas.
Moi, j'avais lancé cette boîte-là il y a 10 ans et je l'avais lancée sans objectif précis, plus par envie d'apprendre. Et en fait, ça, c'est la première raison, je dirais la première raison naïve. Et puis, il faut être naïf, tu vois, il faut se lancer et puis pas se poser de questions. En tout cas, c'était la mentalité que j'avais quand je me suis lancé en tant qu'entrepreneur à l'âge de 23 ans. Mais aujourd'hui, passé les 30 ans et passé ces expériences-là, je calcule mes coûts. Donc, je mesure le risque, les opportunités et je réfléchis surtout à quel est le projet et l'industrie qui va me permettre en fait de m'éclater sur les 3, 5, 8 prochaines années. Et c'est vrai qu'en fait, c'est cette étape-là en fait qui peut prendre aussi un peu de temps et mais qui est selon moi aussi primordial, quoi, parce que ce prochain tremplin, en fait, ça va être le prochain, en tout cas que j'imagine pour moi être le tremplin des prochaines années sur lequel il faut vraiment que je m'éclate dessus, tu vois. Mm-hmm. Et tout le temps depuis le tout depuis les Pays-Bas. Donc, pas de. Alors, oui et non, en fait, c'est toujours important, je pense, d'avoir une base, un pied de base qui pour moi est Amsterdam. Mais depuis les Pays-Bas, pas nécessairement. J'ai travaillé sur beaucoup de projets avec des équipes remote. Donc, l'année dernière, j'avais lancé une plateforme et en fait, on avait une équipe complètement atomisée. En fait, on avait trois jeunes qui bossaient avec nous depuis la France. On avait une équipe de dev qui était basée en Serbie. On avait un content writer, donc un copywriter en anglais qui était basé en Afrique du Sud, un designer qui était basé en Afrique du Sud, et l'équipe fondatrice, nous, Amsterdam, tu vois. Donc, le fait de le faire à Amsterdam ou à l'étranger, avec une équipe Amsterdam ou à l'étranger, ça me pose pas de problème, a priori. Ça peut, okay. C'est non, pas, non, ce sera pas forcément lié à la location, à l'emplacement physique. Non, après, c'est sûr que quand tu as ton. Après, moi, je suis entre la France et le Portugal, ouais. Et honnêtement, moi, j'ai un équilibre entre la France et le Portugal. Je me verrai pas en full-time en France et je me verrai pas full-time au Portugal. Ouais, c'est vrai que quand tu as commencé à toucher à cette liberté, en tout cas, liberté de déplacement ou la liberté, en fait, de savoir de vouloir aller là où tu es, c'est quand même un super luxe, quoi. Et puis j'appelle ça le ticket de liberté, moi, l'entrepreneuriat. C'est un luxe terrible. Ouais. C'est un luxe terrible. Bon, aujourd'hui, il faut composer avec les tests PCA, les tests antigéniques, que tu te fasses refouler à l'aéroport. Ouais, c'est un peu attrape-moi si tu peux, quoi. Évidemment, il y a plus de complexité dans le déplacement, mais cette liberté, si tu peux l'avoir toujours, prends-la, quoi, parce que moi, je sais que je me ressource énormément en voyageant, quoi, et le voyage, en tout cas, ne serait-ce que le voyage ou rentrer en France, être dans un nouvel environnement, respirer de l'air frais ailleurs, ça me permet en fait de me ressourcer, en fait, d'avoir les idées beaucoup plus claires. Juste aller voir, moi pour l'anecdote, écoute, j'ai passé une semaine au Portugal et Portugal a été confiné 72 heures avant que j'arrive, quoi. J'avais un rendez-vous, la question aurait pu se dire je vais à mon rendez-vous et puis je rentre. Ouais. En fait, j'ai été à mon rendez-vous et puis j'ai passé une semaine là-bas, 8 jours. 8 jours dans une grosse partie, si on prend sur des journées de 24 heures, et j'ai dû passer peut-être 18 heures dans un appart. Hein. Mais j'avais juste besoin d'aller choper des petits moments. Ouais, de te sentir ailleurs et de te dire et respirer cet air en te disant voilà. Je suis ici, j'en profite, quoi. C'est vrai que c'est exactement ça. Je crois que c'est quand c'était c'est dimanche avec une pote. Je sais bien, on va faire un tour. En fait, on a été faire un tour et puis on est revenu. Puis après, tu regardes ton application, tu dis ah ouais, 15 bornes quand même. Oh, ouais, j'en avais peut-être besoin. On a marché 15 bornes. Il y avait besoin de. Il faut que je respire. C'est bien, on va faire un petit tour. Il y a 15 km, le petit tour, quand même, ouais, ça. Tu dis, heureusement que j'étais pas motivé. Ouais, grave. Je pense que comme tout le monde, je sais pas ce qui. Moi, si, je dirais que c'est peut-être comme tout le monde, on a fait. En tout cas, moi, j'ai fait mes plus grandes balades à pied à Amsterdam de ces 10 dernières années, quoi. Je suis parti comme toi, 12, 15, 17 km sans me rendre compte, quoi.
C'est clair. Et, parce que tu sais, tu pars, tu c'est discutes, vrai. tu regardes un truc, tu écoutes de la musique, tu écoutes un podcast, tu écoutes tout, n'importe quoi. Et en fait, tu te rends compte, ouais, bah, tu avais juste besoin de couper, de déconnecter pendant 1, 2, 3, 4 heures parfois. Donc. Et toi, tu te ressources plus au Portugal, Lisbonne ou à Marseille? Alors Marseille, pour moi, c'est récent. Après, parce que moi, je suis entre Marseille, Toulon et Nice. D'accord. C'est récent, mais ouais, j'ai passé 3 ans à temps plein, ce que j'appelle à temps plein à Lisbonne entre 2017 et 2020. Donc ouais, j'ai besoin de Lisbonne. Et j'ai besoin de la ville. C'est même pas c'est même pas la beauté des paysages. Tu traverses le Ouais. pont, tu arrives à Costa da Caparica, tu arrives à la plage ou autre. Non, c'est la ville. Non, j'ai besoin du vieux Lisbonne, des 7 collines, des pavés bien glissants. Tu sais, t'as encore des Ouais, places. tu te l'appropriais, quoi. Tu sais, t'as encore des places où tu peux te poser sur un banc et regarder les retraités. Tu sais, taper la carte ou jouer aux échecs ou aux dames. Ouais. Et toute une Avec, journée. Ils sont là toute une avec, journée. Et puis c'est vrai que j'ai passé un week-end à Lisbonne. Je me rappelle de ces places qui étaient en fait t'es figé dans le temps. T'as ces anciens qui sont assis sur un banc. T'as un envol de pigeons. Tu te lèves, tu marches 5 mètres et tu peux prendre ton petit café là pour 1 ou 2 euros ces petits cafés là, ces kiosques à café. Non. Après, c'est vrai, non, c'est un pays qui est magnifique. C'est un pays qui est très petit, qui est magnifique, mais ouais, t'as de tout. T'as de tout. Donc, non, moi, honnêtement, là, c'est Lisbonne. Et puis là, ouais, j'essaie de trouver un équilibre entre la France et le Portugal. Et puis, peut-être entre la France, le Portugal et un troisième pays, ou entre la France et un autre pays, le Portugal et un autre pays. C'est vrai qu'il Voilà. y a cette vie, cette nouvelle vie un peu hybride, quoi, où les personnes cherchent, aiment et se retrouvent et arrivent à trouver un équilibre en fait en ayant 2 vies en quelque sorte, sauf qu'au final ça reste une vie. Moi je sais que j'ai un peu ça, j'ai découvert ça il y a 2 ans avec cette première rencontre avec quelqu'un de l'Afrique du Sud. Et là-bas, j'étais à peine arrivé, je me rappelle, j'ai pris le taxi pour arriver de l'aéroport à la ville, je connaissais même pas la ville, et j'étais sur la 4 voies pour arriver en fait en ville, et je vois Table Mountain, la grande colline, la montagne pardon qui surplombe la ville, et là je me suis dit on va se revoir, tu vois. J'étais même pas arrivé là-bas parce que je savais que j'allais y retourner. C'était en 2019, j'avais pris un ticket pour rester 1 mois et demi, tu vois. Finalement j'ai repoussé mon billet, j'y suis resté 3 mois. L'année dernière j'y suis retourné avec des amis néerlandais. Cette année je voulais y aller, concours de circonstances j'ai pas pu y aller. Ouais, c'est ce que tu m'as raconté. Ouais, mais bon, ça sera que partie remise, mais c'est vrai que tu as des villes comme ça qui font quelque chose, quoi, tu vois, j'ai toujours dit, moi, au début, j'avais Amsterdam, c'était un peu ma femme, mon amour de femme amoureuse, tu vois. Barcelone, c'était un peu ma maîtresse, la petite ville un peu que j'aimais bien dans ma vingtaine. Et maintenant, c'est Cape Town, tu vois, je vis 2 relations. Cette relation avec Amsterdam et puis cette relation un peu secrète avec Cape Town, tu vois, que j'entretiens depuis 3 ans, quoi. Et j'ai besoin en fait j'ai besoin de retourner là-bas aussi, quoi. Ça me fait du bien. Non, c'est un besoin. Non, après, oui, après, ce que je disais, aujourd'hui, on a une vie hybride. Et je pense, ouais, après, moi, clairement, c'est cette vie hybride et mon antidépresseur et mon psychologue. Hein. Parce que je vois mes potes, mais vraiment, je vois mes potes qui étaient qu'au Portugal ou mes potes qui étaient qu'en France. Wow, après le premier confinement, tu parles avec eux, ouais, c'est dépressif land. Tu sais, toi, t'es là, bah, ouais. ça va. Et ça va. Et puis après, c'est quand ça a commencé à reconfiner en France, moi, j'étais au Portugal. J'ai commencé comment ça se passe au Portugal? Bah, on va au resto, on va prendre des cafés, on se balade. Et tu rentres en France, tout est fermé. Heureusement qu'il y a eu ça pendant 1 an. C'est vrai que moi aussi, tu vois, le confinement, moi, je sais pas, personnellement, je l'ai vécu plutôt bien dans l'ensemble parce que je pense que quand tu as cet esprit un peu entrepreneur, tu as en fait l'envie d'indépendance. Et cette envie d'indépendance, tu l'as déjà un peu marqué en toi. Et professionnellement, tu la vis, donc tu as plus souvent l'habitude de vivre seul, d'avoir des propres problèmes, vivre seul, faire tes choses seul. Ce qui fait que, contrairement en fait à une vie où tu es employé, le confinement, c'était très difficile pour ces personnes avec cette mentalité d'équipe.
cette mentalité de rencontre sociale professionnelle, quoi. Aussi. Je pense que les entrepreneurs, les indépendants, les freelances, j'ai envie de croire en tout cas ils ont la matière pour mieux l'encaisser, quoi. Je pense qu'on est, j'en discutais avec Cyril, un type avec qui je bosse et qui a le podcast, il a lancé le podcast éphémère après 2020, où je lui dis, Oui. mais Dieu merci, chez nous, on a une génération, on est de 85 tous les deux, mais heureusement qu'on a cette capacité depuis des années à être complètement autonome, à bosser depuis chez nous, cette capacité à muter en geek très vite. Ouais, et revenir à une forme de sociabilité. Et je lui dis, ceux qui n'avaient pas ça dans leur mindset, mais ils ont explosé en plein vol. Bah, c'est surtout du jour au lendemain, et on dit ça a duré 3 mois, quoi. Je peux comprendre que ça peut être très compliqué, quoi, s'adapter. S'adapter en 3 mois. Nous, on a eu cette phase. Déjà, je pense que tu l'avais dans ton génome, un peu dans ton ADN, où tu étais prêt. Et puis tu l'as laissé mûrir pendant des années, quoi, des années d'expérience. Donc, ce côté geek, comme tu dis, d'être devant son PC chez soi ou ailleurs en solo, on l'a possiblement mieux vécu, quoi. Ah, mais honnêtement, je te l'accorde. Après, je sais pas comment ça a été vécu, la dureté du confinement aux Pays-Bas. Mais le premier confinement en France, il était violent. C'est sévère. Ouais. Il était violent, les gens. Écoute, nous, on le vit. On n'en a pas eu de premier confinement, on n'a quasiment pas eu de deuxième confinement. Ce que vous avez en mars, on l'a maintenant, en fait, là. Okay. Depuis, donc les boutiques sont fermées depuis 2 mois. C'était pas le cas. Il y a seulement un supermarché d'ouvert. Et il y a couvre-feu qui a été instauré là, pour la première fois depuis samedi dernier. Et ça, tu vois, ça arrive quasiment 10 mois après ce qui était arrivé en France, quoi. Donc nous, on a eu des confinements beaucoup plus soft jusqu'à ces dernières semaines. Ouais, écoute, c'est faux. Écoute, dès que tu peux choper un billet pour Cape Town, vas-y. Ouais. Passe à travers la maille du filet. C'est clair. Et tu sais que, c'est vrai que je sais pas si c'est marrant parce que cette ville-là, en fait, je la connaissais à peine, tu vois, un peu comme Hawaï. Tu sais, c'est des genres de destinations qui font un peu rêver. Tu en as entendu parler un peu par-ci, par-là. Tu sais même pas si tu as des amis qui sont allés. Mais c'est un nom de ville qui résonne un peu, qui fait un peu rêver. Et je me suis rendu compte, en fait, que l'Afrique du Sud est extrêmement connectée avec les Pays-Bas de par ses raisons historiques, où les Néerlandais, en fait, commerçaient, où avaient un port d'ancrage à Cape Town, en Afrique du Sud. Et en fait, donc il y a beaucoup de Néerlandais qui partent et qui vivent à Cape Town et qui ont des vies hybrides aussi. J'ai rencontré beaucoup de Hollandais là-bas. Tu vois, ça fait 11 ans que j'habite ici et j'ai eu plusieurs cycles de vie à Amsterdam. Et le fait d'être parti en Afrique du Sud il y a 2 ans m'a permis de connecter, de rencontrer de nouveaux Néerlandais qui ont cette vie hybride et qui vivent à Amsterdam, que je côtoie aussi aujourd'hui à Amsterdam, tu vois. Ça m'a permis de franchir un nouveau cap d'insertion ou d'intégration avec les Néerlandais. Et c'est marrant, il fallait que je parte loin pour avoir ce nouveau palier, quoi. C'est intéressant ce que tu dis. C'est intéressant ce que tu dis. Ouais, non, je voyais pas l'expatriation comme ça. Moi, je me suis expatrié au Maroc. Donc après, le Maroc a une histoire avec la France. Après, j'étais en Bulgarie, en Turquie. Donc il y a aucune connexion entre ces pays. Aucune. Et avec le Portugal, j'ai un peu retrouvé ça, mais il y a une histoire commune avec la France, entre le Portugal et la France. Les anciens, donc les Portugais, les retraités parlent quasiment tous français. Ouais. Et quasiment tous. Et les retraités portugais ? Ouais, portugais. Donc c'est certains qui n'ont même pas mis un pied en France. Hein. Certains, en fait, au Portugal, on apprenait le français à l'école. Et tu te rends compte qu'il y a une séparation générationnelle où tu prends des gars de notre génération et plus jeunes, eux ne parlent quasiment pas français, voire même pas du tout. Par contre, parlent un excellent anglais. Donc il y a eu un glissement, il y a eu un espèce de glissement culturel. Et tu as besoin, pour appréhender le Portugal, en fait, de connaître les jeunes générations et de temps en temps d'aller discuter avec les retraités, un peu voir l'image qu'ils ont de la France, leur français. Et ils te posent des questions, il y a cette curiosité, donc c'est ça qui est génial. Donc t'as un glissement, t'as un espèce d'entre-deux. Et quand t'as, on va dire, entre 30 et 50 ans, t'es vraiment entre les deux générations.
Ah, t'as les vieux francophiles et les jeunes anglophiles. T'es dans une tranche d'âge où tu peux échanger. Bon, il y a pas d'âge. Tu peux être jeune et échanger avec des plus anciens, mais c'est vrai que moi, j'ai toujours plaisir à échanger avec des anciens. Je trouve ces discussions toujours très intéressantes. Ah, écoute, bienvenue au club. Et aussi avec des jeunes, parce que je pense que j'ai mon côté toujours enfant, je m'éclate toujours. En fait, je me mets toujours dans le regard d'un enfant, je me dis qu'est-ce qui m'amuserait à son âge en ce moment, tu vois. Et c'est vrai que quand tu es dans cette tranche d'âge 30-40, tu es entre les deux et tu peux profiter vraiment en pleine conscience et ça des deux générations, c'est super, quoi. D'accord. Pour conclure, il y a un mot, un prochain séjour en France où on pourrait se rencontrer, où je compte peut-être même lancer un espèce de Zoom, tu sais, avec tous les invités. Oui. Ce serait génial, ça, faire un Zoom avec tous les invités de différents pays, histoire qu'on échange, qu'on partage. Bah écoute, ouais, ce serait une bonne idée, quoi, faire un Zoom collectif et s'organiser ses premières rencontres virtuelles. C'est clair. Avec l'envie de se rencontrer à Amsterdam, au Portugal, mais aussi j'ai entendu que tu avais aussi un entrepreneur que tu avais interviewé aussi en Colombie, c'est ça? En Colombie, ouais, Denis Fan en Colombie, Camille à Lisbonne. Donc, du coup, toi, Amsterdam, là, la prochaine invitée, ouais. C'est que j'enregistre vendredi, c'est Elisabeth, qui est une Américaine du Missouri, qui est installée en France. C'est vrai? Ah oui, c'est vrai que tu as l'expatriation, en fait, tu as les Français à l'étranger, mais tu as aussi les étrangers en France, quoi, ou les étrangers à l'étranger, quoi. C'est ça. Ah, c'est le but du podcast. J'ai envie de voir comment un Français fait du business à l'étranger et comment il s'installe, mais surtout, j'ai envie de voir un peu de l'autre côté du miroir. C'est-à-dire voir comment un étranger s'installe en France et fait du business en France. Je t'en dis pas plus, sœur Elisabeth, mais je t'enverrai le lien pour le. Je pense qu'il y aura des belles anecdotes. Ah, mais je t'enverrai le lien. Mais moi, elle m'a raconté ça. Je me suis dit, c'est du rêve. Je suis l'Américaine du Missouri qui débarque à Lyon. Pardon. Elle a dû vivre dans le cliché du Français. Elle doit raconter, je pense, des anecdotes incroyables, quoi. Et je lui ai dit, écoute, prépare-moi des anecdotes de comment t'es arrivé en France, qu'est-ce que t'as vécu en France. Et pareil, ça fait un peu plus de 10 ans qu'elle est en France maintenant. Et il est sympa. Non, le profil, le parcours est sympa. Le parcours est sympa. Donc, écoute, à voir. Bah, écoute, ce sera avec plaisir, avec grand plaisir. Pareillement. De rencontrer ces podcasteurs, ces interviewés. Mais écoute, avec plaisir, j'organise tout ça. C'est la première fois que j'ai été invité à faire un podcast et je tiens à te remercier, Alim. Mais je t'en prie. C'est ton initiative sur ce sujet qui mérite d'être creusé. Mais écoute, allons-y, creusons. Écoute, si on est passionné si tout le monde est passionné par l'entrepreneuriat, moi, c'est ce que je cherche. Il y a des gens, c'est au-delà du profil. Je monte ma boîte pour monter ma boîte. C'est les gens qui sont passionnés par l'entrepreneuriat. C'est les gens qui vont se péter la gueule et ils vont redémarrer jusqu'à temps de trouver leur licorne, tu sais, leur petite licorne. Et après, écoute, si la font exploser, tant mieux. Mais c'est le côté entrepreneur. C'est concrètement, je sais pas faire autre chose. Ouais, c'est que je sais pas faire autre chose. Je suis buté. C'est le seul chemin. Mais alors, tu sais quoi? Je pense que c'est un sujet intéressant qui mérite d'être présenté sur ce podcast. C'est aussi l'entrepreneuriat. En tout cas, moi, comment je le vois, c'est j'aurais peut-être dû en parler plus tôt, c'est que j'ai 11 ans d'expérience professionnelle et 5 ans d'expérience 11 ans d'expérience professionnelle, dont 5 ans d'expérience en tant qu'employé dans 3 boîtes startups différentes. Je pense que l'entrepreneuriat peut ou mérite d'être creusé de cette façon-là aussi, c'est qu'il peut vivre par cycle. Ça fait 5 ans que je suis indépendant, je vis ma vie de façon complètement indépendante, mais j'ai considéré possiblement retourner dans une boîte. Pourquoi? Pour pouvoir me relancer dans un nouveau cycle de créativité, de création, comprendre des besoins dans une nouvelle industrie que je ne connais pas, être stimulé par des collègues et des employés sur des thématiques qui sont nouvelles, et possiblement rebondir, reprendre un tremplin 1, 2, 3 ans par la suite, mais utiliser en fait cette plateforme de retour dans une entreprise, ça peut être un intérim, un part-time ou un full-time, pour pouvoir avoir un pied ou 2 pieds dans une industrie, dans une entreprise, et comprendre des besoins pour pouvoir proposer des solutions à ces besoins par la suite. C'est vrai que dans l'entrepreneuriat, le gros challenge qu'on a, en tout cas moi que j'ai, c'est toujours, tu vois, si tu veux te relancer dans une nouvelle initiative entrepreneuriale, c'est
de sentir, c'est d'avoir la légitimité de parler avec des professionnels pour pouvoir comprendre leurs besoins et proposer une solution à leurs besoins. Et si tu es tout seul, c'est un challenge, mais si tu es dans une boîte, tu peux comprendre ces besoins-là beaucoup plus rapidement, surtout avec un esprit entrepreneurial. Mais et ça, ouais. L'esprit entrepreneurial, en fait, te donne un angle d'appréhension d'une boîte qui est complètement différente. C'est à des gens, Peugeot faisait ça à l'époque, en fait, il demandait à ses ouvriers sur la chaîne de montage, qu'est-ce qui peut être amélioré? Et tu te rends compte que c'était une étude de cas que j'avais au lycée en économie, où un type qui installait les selles sur les scooters Peugeot. Ouais. En fait, il a pris du recul, il a étudié comment ses collègues bossaient. Il s'est rendu compte qu'il y avait une opération qui était faite 2 fois. Tout simplement parce que l'équipe qui avait processisé cette chaîne de montage, en fait, c'était pas des ouvriers. Donc pour eux, c'était cette étape, puis vient celle-là, puis vient celle-là. En fait, lui, il s'est rendu compte, et l'élément, il est assez marrant, c'est t'as une personne qui mettait une selle, et la personne suivante vérifiait que la selle était correctement installée. Alors, qui disait que si on change certains éléments de la selle et qu'on vient la clipser, en fait, on fait sauter une opération. Et le gain de temps, il est de temps de secondes, temps de minutes, temps d'heures à la fin du mois. En fait, ce qui fait, en fait, on peut augmenter la productivité. Et pour nous, c'est transparent, quoi. Donc, on va pas nous demander de travailler plus, machin. En fait, c'est juste, les scooters passent plus vite devant nous. Ouais, et tu te rends compte que ce type, avant d'intégrer Peugeot, en fait, c'était un ancien garagiste. Il avait son garage, ses process, son mode de fonctionnement. Et je te parle de ça, c'est au lycée, il y a plus de 15 ans. Et à aucun moment, le côté, parce que je te dis ça, je te retrouvais ça dans un cours, et à aucun moment, l'aspect qu'il soit ancien entrepreneur ait été pris en compte, ne serait-ce que par Peugeot ou par le prof qui nous a enseigné cette étude de cas. Ouais, sauf que la réponse, en fait, s'explique de par son expérience entrepreneuriale. Bien sûr. C'est en fait, lui, dans son boulot, c'était comment optimiser, faire en sorte que tout le monde travaille correctement et que tout le monde soit productif et le moins embêtant possible, surtout sur une chaîne de montage, quoi. Ouais, mais c'est vrai qu'apporter ce côté entrepreneurial, en tout cas, de remise en question constante de ton travail ou des process ou des façons de travailler, ou ça peut aussi apporter de la créativité dans ton travail. C'est une richesse pour une entreprise, mais moi, je sais que j'ai travaillé pour 3 boîtes. Dans 2 boîtes, j'étais très rapidement limité en fait dans mon panel d'action, dans mon champ d'action. Et c'est pour ça en fait que j'ai quitté. J'ai démissionné quasiment. J'ai démissionné 2 fois et j'ai pas renouvelé d'un accord commun un 3e contrat de mes 3 expériences professionnelles. Mais j'ai démissionné aussi. Pourquoi? Parce que j'avais cette opportunité de simulation prêt qui tournait déjà en parallèle. Bien sûr. Ça m'a permis d'avoir cette liberté de partir, donc de travailler dans une entreprise, d'apprendre et donner de mon mieux, d'apprendre, mais aussi de partir quand je sentais que c'était le moment pour moi de partir. Quand tu étais limité, quoi. Ouais. Au lieu de te frustrer, tu préférais partir, ce qui est tout à fait... Ouais, et puis c'est vrai que j'avais cette roue de secours qui, pour moi, a été une opportunité incroyable. Simulation prêt qui tournait en parallèle, tu vois, donc ça m'a permis d'éviter de repartir à zéro. Et tu le disais dans ton dernier podcast avec ton entrepreneur français en Colombie, c'est que si tu quittes une entreprise et tu te lances sur un projet sans avoir testé, validé, généré une première source de revenus, tu fais la plus grosse des conneries. Ne quitte pas ta boîte tant que tu n'as pas signé ton premier client, ou si ce n'est ton 2e ou ton 3e. Parce que bien sûr, c'est mort des doigts par la suite. Ah, c'est une évidence. C'est une évidence. Écoute, donc, Adrien, je te remercie. Merci, ouais. Merci à toi, Alim. Je te remercie. Alors, pour Jack, toi, pour te retrouver, je pense LinkedIn, c'est là où on s'est rencontrés. C'est ça, LinkedIn. Simulationprêt.be, et puis je mettrai tous les liens pour te retrouver, toi, tes activités, ton actu en description. Et on fera comme ça. Et écoute, et on se retrouve pour la diffusion, c'est le 15. Non, pardon, le 1er février. Autant pour moi, le 1er, c'est là, c'est dans quelques jours. 1er février prochain. Bien, écoute, c'est lundi prochain. Je te remercie
encore de m'avoir laissé la parole dans ton podcast et j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer très vite. Ou de se retrouver. Écoute, j'espère. Mais de toute façon, j'ai vu que, pour passer de la France à Amsterdam par train, il n'y a pas de contrôle. Donc, si tu me vois débarquer à Amsterdam. Ah ouais? Mais écoute, tu es le bienvenu à Amsterdam. Non, je vais essayer de gruger, il faut que je passe. Ça marche. Je te remercie, Adrien. Et Merci à toi, Alim. À bientôt. Ciao. Au revoir.